Outre Hiro couleur du Japon, sorti en juillet dernier, vient de paraître un livre collectif auquel vous avez participé, Valérie Dugnaud. Il s'agit de Révélation, paru aux éditions Le Lézard Noir, Oui. sous la direction de Sophie Cavaliero. Mhm. Un ouvrage qui a pour objet la photographie japonaise contemporaine. On y trouve des interviews de photographes Mhm. et 5 portfolios thématiques. La société japonaise, la nature en péril, un chapitre sur l'éloge de la lumière, le journal intime et un chapitre intitulé D'Eros à Fukushima qui est consacré au corps. Voilà. Quelle était l'équipe du livre? Qui faisait quoi et comment avez-vous rejoint le projet? Alors le livre est à la base une idée de Sophie Cavaliero qui avait déjà publié un livre sur l'art contemporain japonais. Sophie est une passionnée d'art à la base simplement et elle a eu envie de transmettre cette passion, de faire connaître les artistes qu'elle aimait. Donc après ce premier livre sur les jeunes artistes japonais, elle a eu envie de se tourner vers la photographie et de ne plus travailler seule cette fois comme pour le premier livre, mais en équipe. Donc elle a fait appel à moi, nous sommes connus par une amie commune tout simplement. Il y a aussi Thierry de Coster Asiar, un Lillois qui travaille depuis pas mal d'années à la diffusion de la photographie asiatique en Europe. Et Michela Scotti, qui est une journaliste italienne spécialisée aussi en art. Et il y a aussi quelques invités, comme une jeune curatrice en ce moment en mission au FRAC de Dunkerque, une japonaise, et puis Charlène Veillon, qui est doctorante en histoire de l'art japonais. Et vous êtes occupé des portfolios, c'est ça? Voilà, j'ai écrit les textes des portfolios. Les interviews, nous les avons menées en équipe, quelquefois seules, quelquefois à 2, 3, 4. Souvent, à 4, c'était quand même difficile. En général, on était 1 ou 2. Donc c'est vraiment un travail collectif. Mais moi, c'est vrai que je me suis concentrée beaucoup sur les textes des portfolios. Comment s'est fait le choix pour les interviews? Alors c'était très difficile, mais l'idée des interviews, c'était de présenter des artistes déjà connus. Les portfolios se concentrent vraiment sur des jeunes artistes qu'on a vraiment envie de mettre en avant, qui sont encore assez peu connus en Europe, alors que les portfolios présentent des artistes déjà reconnus. On l'a dit, on trouve 5 portfolios dans l'ouvrage, et le premier par ordre d'apparition concerne la société japonaise. Vous y évoquez la question de l'engagement, et vous dites que les artistes japonais n'ont pas la réputation d'être très engagés. Et pourtant, vous démontrez que les photographes japonais s'impliquent, par exemple, par des photos qui révèlent l'opposition nucléaire ou les travers de la société japonaise. Oui, disons que les artistes japonais n'ont pas cette réputation par rapport à des artistes occidentaux. Ils ne sont pas forcément très violemment politiquement engagés, même si dans les années 60, il y a eu des actions très, très violentes aussi de la part des artistes. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans la culture japonaise d'avoir forcément beaucoup d'artistes très, très engagés politiquement, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'interrogent pas sur leur société, mais ils vont le faire d'une manière différente de ce qui peut être fait en Occident. Oui, donc on parle aussi des travers de la société japonaise dans votre livre. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'étranger à avoir une société très uniforme, avec une économie forte, mais en fait, la société japonaise est comme toutes les autres, il y a beaucoup de différences sociales et de plus en plus marquées en fait. Avant, c'est vrai qu'on parlait d'une vaste classe moyenne au Japon, mais tout ça a tendance à disparaître. Évidemment, le Japon a connu le drame de Fukushima il y a 2 ans. Donc, c'est une société qui est en train d'évoluer. Il y a des problèmes de natalité aussi, de vieillesse. C'est une des populations les plus âgées au monde, avec un renouvellement qui n'est plus assuré. Donc, c'est vraiment une société qui est à un tournant de son histoire. Et c'est assez intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Et les artistes, évidemment, sont à l'affût de tout ça et essayent de transmettre tout ça. Vous évoquez le malaise de certaines catégories de la population, comme la jeunesse qui se réfugie dans l'hyperconsommation, ou bien il y a même certaines personnes qui pratiquent l'automutilation, ce qu'on peut retrouver dans certaines photos. Oui, la jeunesse japonaise est assez perdue en fait, puisque le travail à vie qui était garanti par les grosses entreprises, qui là encore en fait n'était qu'une partie de la société japonaise, mais malgré tout, toute une frange de la population avait cet emploi à vie, passait beaucoup d'heures au travail, mais il y avait une garantie qui maintenant est perdue.
Et donc cette jeunesse n'a plus envie de sacrifier sa vie au travail comme leurs parents, comme leurs pères ont pu le faire pour au final être dans une certaine insécurité. Il y a moins de travail, beaucoup plus d'emplois précaires qu'avant. Donc c'est vrai que la jeunesse japonaise est un peu perdue et a tendance à se réfugier dans une hyperconsommation qui est encouragée au Japon aussi. Et à l'inverse, de l'autre côté de la population, les personnes âgées n'ont pas forcément... c'est pas non plus tout rose pour ces personnes. En fait. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on imagine que tous les employés japonais avaient un emploi à vie stable dans les années 80. C'était une partie de la population. Mais il y a aussi au Japon énormément de petites entreprises. C'est un travail vraiment pyramidal. Les grosses sociétés qui emploient des moyennes sociétés, qui emploient des plus petites. Une sous-traitance, en fait, très importante. Et ces gens-là n'ont pas forcément des retraites très élevées. Donc, beaucoup vivent dans une certaine précarité. Et en plus, ils vivent très âgés. Donc, évidemment, tout cela a un coût pour la société. Les Japonais entretiennent une relation privilégiée avec la nature, objet de votre second portfolio. Celle-ci est partout au Japon. Et il y a une photo assez étonnante qui m'a bien plu. C'est... qui montre un arbre poussant à travers la façade d'une maison. Ah oui, alors l'arbre, en fait, c'est en France. C'est à Tourcoing. Ah bon. C'est un photographe japonais qui est... C'est un photographe japonais, mais c'était en France. Voilà, ce sont les rares photos du livre qui sont faites en France. Ce photographe japonais, Takuji Shimura, qui expose en ce moment dans la région, avait pris ses photos à Tourcoing. Mais c'est quand même le genre de choses qu'on pourrait voir sans problème au Japon, puisque les Japonais ont un rapport très ambigu à la nature. Ils l'adorent, ils la recréent. Hein. C'est beaucoup une nature recréée artificiellement dans les jardins. Et à côté de ça, ils ne vont pas hésiter à bétonner des kilomètres de côte ou à construire des bâtiments sans trop se préoccuper de la nature. Vous avez aussi ces fameux fils électriques qu'on voit partout dans les villes japonaises qui font partie du décor. On les retrouve aussi à la campagne. Donc c'est une approche très, très étonnante de la nature. D'un côté, on la respecte, on y est très sensible. Les Japonais font très attention au rythme des saisons, ce que nous, on a perdu. Mais à côté de ça, ils vont aussi détruire la nature de façon quelquefois assez violente. Il y a tout un jeu chez de nombreux photographes japonais entre le réel et l'artificiel. Il y a une photo que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle qui fait apparaître un faux écureuil devant un décor représentant des arbres. Oui, ça c'est très drôle justement. Donc ce petit écureuil devant un paravent d'arbres montre tout le rapport des Japonais à la nature, qui va être une nature sublimée par l'art, qui va être une nature recréée dans les jardins, où même si tout a l'air naturel, en fait tout est étudié jusqu'au moindre brin d'herbe qu'on va couper quasiment au ciseau à ongles. C'est assez impressionnant. Donc voilà, il y a vraiment un rapport entre l'artificiel et le naturel au Japon qui est très, très important. On va aussi créer un jardin artificiel, mais qui va se fondre avec la nature derrière. Des jardins où on ne va pas voir la frontière entre le jardin lui-même et l'environnement. Et il y a également, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, malheureusement, dans la représentation de la nature, l'évocation des catastrophes, comme le tsunami de 2011. Oui, tout à fait. On ne pouvait pas ne pas évoquer cette catastrophe dans le livre. Alors là encore, je trouve assez intéressante la représentation qu'en font beaucoup d'artistes japonais qui ne vont pas montrer le drame directement, mais par des allusions, très souvent. Par exemple, on voit ce cultivateur dans un champ, mais c'est toute l'évocation de cette nature qui est maintenant empoisonnée. L'air lui-même est empoisonné. Donc c'est pas une photo d'une violence visuelle énorme, mais en même temps elle dit beaucoup. Et vous abordez dans les portfolios la question de la lumière et du corps dans la photographie japonaise, et aussi celle du journal intime qui tient une place importante, dites-vous, dans la culture japonaise. Oui, alors déjà dans la littérature japonaise, on a beaucoup de journaux, notamment les dames de la cour de l'époque Heian. On a des journaux très célèbres. Les Japonais écrivent aussi beaucoup, ne serait-ce que pour tenir un compte-rendu de tout ce qu'ils font dans une journée, même si ce n'est pas forcément un journal intime rédigé, mais ils vont garder trace de toutes leurs activités. Les ménagères japonaises ont leur kakebo, leurs livres, où elles font leurs comptes, etc., de manière très précise. Donc il y a cette notion du carnet, où on va noter des choses. Et beaucoup de Japonais tiennent un journal aussi. Et donc, ça se retrouve aussi dans la littérature sous une forme beaucoup plus artistique et créative aussi. Et chez les photographes également.
Ouais. Et puis je voulais aborder aussi deux éléments constitutifs de la pensée japonaise, selon vous, et qui transparaissent dans de nombreuses photos. Par exemple, vous dites que les Japonais sont plus intuitifs que réflexifs. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était vraiment intéressant parce qu'en tant qu'historienne de l'art, formée à l'université européenne, on nous apprenait plutôt à analyser les œuvres d'art. Les Japonais sont beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus intuitifs. Ils vont pas forcément avoir de grands concepts à exposer, comme c'est souvent le cas ici en Europe quand on parle avec un artiste. Ils vont vraiment être dans le ressenti. Ça se ressent aussi dans les relations humaines, où les choses vont beaucoup se faire au feeling, comme on dit. Ouais. Les Japonais sont très sensibles à l'atmosphère, à l'espace qu'il y a entre les gens, au non-dit. Donc il faut être très, très attentif au Japon, parce que beaucoup de choses passent par des gestes, par les regards, par le non-dit, par l'atmosphère, tout simplement. Okay. Et puis, vous l'évoquiez aussi un peu tout à l'heure, c'est que de nombreux photographes s'intéressent à la question du temps, du passage du temps, à l'éphémère de la nature. Oui, tout ça, c'est profondément ancré dans la culture japonaise pour différentes raisons. D'abord, c'est un pays qui est soumis aux catastrophes naturelles, que ce soit les tremblements de terre, les typhons. On sait que tout peut basculer en quelques secondes au Japon. Tout est toujours remis en question. Et puis, à l'apport aussi du bouddhisme, de la notion d'impermanence du temps. Ouais. Donc, tout ça, forcément, a beaucoup influencé les artistes et la culture japonaise en général. Il y a plusieurs interviews également dans le livre. Donc vous en avez réalisé 4, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai suivi plusieurs interviews, mais alors je n'ai plus le compte exactement, mais ça doit être ça, oui. Et en tout, il doit y avoir 13 rencontres. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on rappelle le titre de cet ouvrage collectif, c'est Révélation. Et c'est publié aux éditions Les Lézards Noirs. Voilà. Pour terminer, avez-vous des projets professionnels dont on pourrait parler? Ou une actualité, des expos Voilà, j'aimerais parler d'une exposition qui a lieu en ce moment à Wani, au 99 bis. Ouais. Il s'agit de l'exposition d'un photographe japonais dont on parlait tout à l'heure, qui a photographié cet arbre sortant d'une maison, Takuji Shimura. Il est installé en France depuis une dizaine d'années. On travaille beaucoup ensemble. Il a déjà exposé plusieurs fois dans la région, notamment avec l'association Helio, dont je fais partie à Tourcoing. Et il a remporté le concours du 99 bis, qui consistait en une mission photographique sur les lieux avant leur rénovation. Donc on peut voir ces photos en grand format dans la salle des pendus. C'est assez émouvant de voir les photos sur le lieu même. Ouais. Et moi, j'ai collaboré en écrivant le texte qui est repris aussi dans le catalogue. Donc c'est à Wani, et donc on peut le voir jusqu'au quand Alors c'est jusqu'au 4 octobre, c'est ouvert les mercredis, vendredis et dimanche après-midi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Valérie Degnaud. Donc on rappelle les deux ouvrages, c'est Hiro, couleurs du Japon, donc c'est une auto-édition. Et donc on peut retrouver toutes les infos sur le livre sur votre site www.valeriedugno.com. Voilà. Et puis là, sur votre site, on peut avoir un aperçu, quelques photos et quelques textes sur Issue, c'est ça? Voilà, si on clique sur la couverture d'Hiro, on va arriver sur Issue. Je vais essayer de le faire aussi pour Révélation, c'est pas encore fait. Mais pour la plupart de mes livres ou des articles que j'ai écrits, des catalogues d'exposition, j'écris beaucoup de catalogues pour les artistes. En général, on peut cliquer et accéder au moins à un résumé du livre ou du texte. On mettra tout ça sur Facebook. Et puis, donc, il y a aussi Révélation, donc paru au Lézard Noir. Voilà, merci beaucoup Valérie Degnaud. Merci à vous. Et bonne journée. Merci, au revoir.